Allez, bonsoir à tous. Hop là, on fait ça tout de suite. On va passer directement là-dessus. Voilà, qui sera mieux, qui sera même beaucoup mieux. Voilà. Salut à tous. Alors, est-ce que je suis bien sur le bon? Oui. Alors, salut à tous. Ce soir, ça va être Phantasy Star 3, comme on a fait déjà le premier et le deuxième il y a 2 semaines. Et dans 2 semaines, on fera le 4. Alors que je vois le chat est déjà très en forme, ça commence très bien. Donc, Phantasy Star 3, bon, je vous fais un résumé rapide de qu'est-ce qui s'est passé jusque là. Phantasy Star 1, un jeu très sympa de fantasy avec plein de donjons. Un feu subjectif, très en avance sur son temps. Phantasy Star 2, jeu moins en avance sur son temps, mais quand même très impressionnant, machin de truc. Et donc là, on arrive au 3, qui est un jeu dont le développement a été rush, qui sont considérés comme le mouton noir de la série. Mais vous allez bien voir pourquoi. Parce que bon, il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu, malheureusement. C'est clairement pas un des meilleurs jeux qui soit, mais il y a quand même beaucoup de choses à raconter un petit peu sur ce jeu. Allez, c'est parti. Alors, il faut que je vérifie au niveau du volume, par contre. Ouais, normalement, ça devrait être bon. Voilà, Phantasy Star 3, Generations of Doom. C'est parti. Donc, si vous vous souvenez bien, on était dans l'univers de Parma avec 3 planètes, qui étaient Motavia, Desoris et Parma. L'univers d'Algol, pardon. Et là, tout d'un coup, on va nous parler de Orakian, de Laian, de descendants d'Orakio et descendants de Laia. Voilà, les noms d'Orakio et de Laia écho à travers l'histoire. On n'a jamais entendu parler. On ne sait pas qui sont ces deux peuples, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas où on est, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, et c'est passé. On parle d'une guerre qui s'est passée il y a 1000 ans, dont on n'a jamais entendu parler. Voilà. Donc c'est l'intro de Phantasy Star 3, c'est en gros, on comprend rien de ce qui se passe. Voilà. Leur conflit a détruit la civilisation et laissé leurs survivants dans un monde rempli de créatures mutantes, etc. machin. Et en fait, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire qu'on avait un Phantasy Star 2 avec la chute de la société, machin, le truc, une planète qui explose et les gens qui s'enfuient. Et là, plus rien. Donc, nous jouons le prince Rhys,
bon, le prince d'une espèce de contrat à la con, etc. Machin. C'est encore un chouïa fort, je vois. Ah oui, effectivement. En fait, c'est normal, c'est pour une raison complètement idiote. C'est juste que j'ai pas déplacé mon micro par rapport à l'habitude. Hop là. Voilà, quand je mets mon setup normal. Non, c'est pas vrai. Tu qui se casse la gueule maintenant, bien sûr. Hop là. Le micro je l'ai mis à fond. Non, faut juste que je parle plus fort, mais quand même il y a ma copine qui dort à côté. J'ai pas trop envie de parler fort, bon tant pis. On va essayer de tomber l'avance pour ce soir. Bon, si vous vous en souvenez, je vous l'avais montré la semaine dernière, juste après avec 13h. On commence avec la séquence d'introduction avec le mariage de Rhys et de Maya. Et j'avais montré donc qu'il y avait un séquence break à ce moment du jeu si on avait acheté un escape pipe avant. L'escape pipe peut nous servir dans le jeu beaucoup de fois, puisqu'il ramène à la dernier escalier, dernier changement d'écran qu'on a traversé. Mais je vous indiquerai parce qu'il y a notamment un moment du jeu très précis où ça va être très utile. Vous me dites si c'est mieux niveau volume, sinon je veux hausser un petit peu le ton, simplement. Voilà, donc nous on est un descendant d'Orakio. Voilà. Nous on est un descendant d'Orakio, donc une espèce d'ancien guerrier. Et donc on est en guerre a priori contre les descendants de Laia, donc les Laians. Sauf que personne n'en a vu depuis 1000 ans. Et là tout d'un coup il y a un descendant de Laia qui vient d'enlever notre copine. Et donc la meilleure solution quand on veut déclarer une guerre, c'est ouais bah moi je vais t'emmener en prison, comme ça tu vas te calmer un petit peu. Ok, merci beaucoup papa. Bon, alors Rhys c'est vraiment le perso lambda de base, c'est vraiment bon, en l'occurrence l'Orakian, parce que oui il y a les deux races, donc Laian et Orakian. Les Orakians étant des guerriers et les Laians étant des mages, nous on joue un Orakian pur, c'est pour ça qu'on n'a pas de magie avec ce personnage. Bon, en principe dans la prison, on ouvre les 3 coffres. Et on a voilà, Lena qui est apparue. Alors l'histoire en plus, comme c'est une traduction de Sega début années 90, si vous connaissez pas cette magnifique période, Sega traduisait tout en interne, du coup les textes sont très comment dire, botchés un peu, sont un peu hachés, donc il manque plein de dialogues. Par exemple en fait Lena ça aurait dû être notre potentielle épouse si jamais, j'ai une meilleure idée, plutôt que de baisser ça. Voilà, est-ce que là c'est mieux Nordes par exemple? J'ai changé 2-3 réglages, mais pas trop ça. Ouais, c'est bien, il est toujours aussi faible sur le... Ça se fait quand même aussi faible. Et tu veux le montrer, ce truc qui monte beaucoup plus. Alors, un truc intéressant sur la carte du monde, notez bien la musique pour l'instant qui est extrêmement vide. À peu près tout. Un instrument assez faible. C'est pourtant à fond. Je ne sais pas. Là pour l'instant un truc assez fort. On peut pas éviter tous les combats du jeu, c'est pour ça que on va quand même en avoir énormément. On n'entend plus du tout, parfait. Ah oui, exact. Est-ce que c'est normalement j'ai dû... Ok. Ok. En théorie je suis revenu, mais je vais attendre de voir qu'il y ait au moins le retour pour voir ce que ça donne. Ah, quelle poisse.
Ah, quel point. Ok, là j'ai bien mon retour micro, donc ça fonctionne. Ok. Hop, on est reparti. Vous devrez m'entendre maintenant. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Ça permet aussi de rapprocher ce con de micro. Normalement, le son du jeu est pas censé être si fort. Enfin, c'est fou comment ça se passe. Je vais encore le baisser au max de ce que je peux, voilà. Bon, je peux encore le baisser autrement, ça veut dire, mais bon. J'aimerais bien avoir des niveaux corrects au niveau sonore. Putain, je change une fois mes niveaux sonores et c'est bon. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On est passé par une ville, on a parlé à un personnage, il nous a dit qu'il y avait un Laian qui était là-bas au fin fond près d'un lac. En fait, c'est pas du tout un Laian, c'est une androïde, Mieux, qui en fait n'obéit qu'aux descendants d'Orakyo. Ça tombe bien, on est un descendant d'Orakyo. Donc c'est parti. Du coup, je disais, on peut pas éviter les combats aléatoires dans ce jeu. Par contre, juste avant le combat aléatoire, on va voir qu'il va s'arrêter, faire un tout petit pas et laisser se commencer le combat. C'est juste quelques frames d'attente pour voir, enfin juste pour manipuler le combat et ce qui peut lui arriver. Du coup, maintenant qu'on a récupéré Mieux, est-ce que il va acheter des items? Je crois qu'il va directement acheter une arme. Ouais, voilà, c'est ça, acheter des armes. Vendre des items pour en acheter d'autres. Bon, c'est cool, il fait ça dans le bon sens. J'ai changé mes réglages une journée, et ça y est, c'est la merde et ça revient plus comme avant, c'est super. Bref, c'est pas très grave. Ça va avec le thème du jeu, c'est raté. Bon, voilà, Rhys, son gros intérêt, c'est qu'il peut équiper soit une grosse épée à deux mains, soit une épée et une arme dans chaque main. Là, en l'occurrence, on lui a mis deux couteaux, ce qui fait qu'en combat normal, quand il attaque, bah, il attaquera deux fois simplement. Et Mieux, c'est pareil, elle peut attaquer deux fois, une fois avec chacune de ses griffes. Bon voilà, du coup, en parlant de PNJ, on débloque ce voyage en bateau, et là, attention, dialogue très important ici. Et t'as vu ce temple solo, bah, c'est là-dedans qu'il y a Dark Force qui est bloqué par l'épée d'Orakyo. Diantre, je me demande si cette information va avoir une quelconque importance capitale dans la suite des événements. Surtout avec le nom du dernier boss des deux jeux précédents. Comme de par hasard. Bon voilà, l'enfer des donjons de ce jeu. Bon déjà, ah oui, alors, du coup je peux en parler du gameplay. La merde du gameplay. Quand un combat aléatoire arrive, vous verrez, il y a 4 commandes. Il y a une espèce de truc qui tourne avec un 1, un truc qui tourne tout court, des personnages qui s'enfuient. Ah oui, c'est épée, bâton, etc. En gros, c'est s'enfuir, changer les commandes déjà prédéfinies, faire un tour, donc ça c'est le 1 avec la roulette, et roulette tout court, c'est faire le combat jusqu'à ce qu'il y ait un prochain input. Autrement dit, les personnages ont des commandes prédéfinies comme dans le 2, sauf qu'on ne les voit pas, et qu'en gros, on leur dit de faire un tour, de taper jusqu'à ce que ça s'arrête. Hop là, est-ce que c'est mieux là? Comme ça, bah, ça change rien. Ah, attends, j'ai une meilleure idée encore. Hop là, je vais le baisser comme ça. Et je vais le remonter comme ça je l'aurai un peu dans les oreilles. Parce que là, je l'ai pas du tout dans les oreilles. Vous me dites, c'est là que vous avez le son du jeu, du coup, comme ça, j'adapterai selon le volume. J'ai changé ce que Windows disait par rapport à l'émulateur. Mais du coup, là, j'ai changé pour mettre directement la output d'OBS. Comme ça vous me dites, hein, là si vous entendez plus du tout le son, je pourrais le monter facilement. Ça sera que pour vous. Alors c'est bizarre. J'ai quasiment rien changé à mes réglages, hein, pourtant. Ok, bon, les gens ont l'air d'être contents, heureusement. Donc... Là ça y est, je branche mes enceintes une fois en une semaine et c'est la merde au niveau de tous les réglages sonores. Donc on est rentré dans une caverne, cette fiche gagnée, on rencontre un type aux cheveux verts qui s'appelle Lyle, qu'on rencontrera plus tard, qui est un Laian. C'est le frère de Maya. Et voilà, il nous file un saphir, enfin une gemme, sur lui c'est un saphir, c'est ça. Et c'est tout. On utilise l'escape pipe donc qui nous ramène à l'entrée. Et on se barre. Du coup je vous la refais pour l'histoire. Hein. Plus rien à voir avec les deux Fantistar d'avant. Parma, Motavia, Destruction, on les oublie complètement. Là on parle d'Orakion et de Laian, on est sur une terre dont on n'a jamais entendu parler, on sait pas trop où on est. Il y a toujours Dark Force en tout cas. Mais c'est juste, voilà, jeu très très bizarre. Vous pouvez pas trop l'entendre parce que la comparaison n'est pas très très forte, mais
quelque chose a changé par rapport au thème d'avant quand on n'avait pas milieu dans notre groupe. C'est qu'il y a un instrument qui s'est rajouté. Le principe en fait de la musique de la carte du monde, c'est que à chaque fois qu'on rajoute un personnage, il y a une voix d'instrument qui va se rajouter. Et c'est comme ça jusqu'à 5 voix en plus, enfin 4 voix en plus, 5 voix en même temps, parce qu'on a 5 persos au maximum dans le groupe. Ça, c'est un truc intéressant. Allez, en mots. Et donc le jeu, bah, il faut aller a priori dans cette caverne, rien ne nous le dit. Hein. Et là tout d'un coup la gemme elle brille. On peut rentrer dedans. Encore une musique de l'angoisse. Et surtout, bah, on est dans un truc mécanique, sous terre. Donc on prend une caverne et on se retrouve dans un truc mécanique. Logique. Bon, il y a une raison à ça, je vous rassure quand même. Ah oui, un truc que je vous ai pas dit sur le gameplay, quand même qui est très important. C'est sans doute un des jeux les moins intéressants de l'univers pour de diverses raisons, notamment au niveau du gameplay. L'aléatoire dans un combat, c'est important. Vous savez, l'instant où vous allez faire un coup critique qui va changer la donne sur un combat, l'instant où votre personnage va rater et ça va vous prendre un game over. Bah vous pouvez oublier, il n'y a pas de miss, il n'y a pas de coup critique dans ce jeu. Donc c'est bien, vous pouvez dire ouais, bah il y a les attaques et les magies. C'est vrai, il y a les magies. On va les voir utiliser 2 ou 3 fois je crois dans le jeu. Mais alors dans une partie normale, les magies, à part pour guérir, oubliez. Hein, c'est... Les magies offensives, c'est vraiment pas top. Si, il va utiliser les magies de buff à la fin pour les boss. Non, on en est loin, heureusement. Donc voilà. On a une histoire incompréhensible qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vu avant, mais on va y arriver, il y a une raison à ça, heureusement quand même. Ah oui, tout d'un coup, donc on sort de ce truc mécanique, on se retrouve dans un monde gelé. Logique. Les magies ne sont pas intéressantes, le système de jeu est t'as qu'un bouton à taper et tes personnages tapent automatiquement et de toute façon ils vont faire qu'attaquer parce que les magies c'est de la merde. Du coup ça limite un petit peu le jeu. Ah oui, et puis bien sûr le jeu ne te dit jamais où tu dois aller, donc tu te retrouves à tâtonner sans savoir où tu vas. Moi j'ai fait ce jeu avec une fac parce que je pouvais pas faire autrement, c'était affreux sinon. Je déteste faire des jeux avec des facs. Ça retire tout. J'adore tout ce qui est phase de recherche dans les jeux de manière générale, j'aime beaucoup tâtonner, etc. Mais là, c'était à un point, c'est ridicule. Tu te retrouves dans Aridia, la zone désertique, t'as genre 8 cavernes devant toi possibles, tu sais pas laquelle tu dois aller, ni où tu dois aller, ni ce que tu dois faire, ni pourquoi. Et rien ne t'est dit. Je me rappelle, on est quand même encore à Riss qui s'est fait... Ah oui, donc il y a 2 châteaux cassés, on se montre les deux et pouf. Ah bah une autre zone mécanique qui était planquée. Bon là par contre c'est dit par les mecs dans le village, mais bon... C'est pas très clair quoi. Puis vive les traductions Sega de l'époque, hein. Traduction Sega de l'époque. C'est assez merveilleux. Ouais, je découvre pourquoi est-ce que mon micro s'est tellement baissé quoi, c'est fou. Open World 1080p 60 fps, c'est sûr. Bon, je vous la fais en simple quand même pour les coups des trucs mécaniques, machin, le terrain qu'on sait pas. En fait, on n'est pas du tout dans un monde, dans un vaisseau mère qui voyage à travers l'espace avec des colons dedans. C'est à la fin, donc on a dit qu'aux 2 tiers, enfin aux 3 quarts de Phantasy Star 2, mais nous qu'on l'a pas vu, parce qu'on a skippé le jeu complètement, il y a la planète Parma qui éclate, et donc il y a des vaisseaux qui s'enfuient pour coloniser, enfin qui quittent en fait complètement le système d'Algol pour coloniser d'autres planètes. Et on est dans un de ces vaisseaux, le Alissa 3 ou Alice 3 ou Arissa 3, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc un vaisseau mère avec composé de 7 sphères qui contiennent chacune un environnement géographique, climatique, ce que vous voulez. Et on navigue dans l'univers à la recherche, on va dire, d'une terre où vivre. Donc il y a quand même, on va dire, une certaine cohérence vis-à-vis des autres Phantasy Star. Sauf que c'est dit très tard. Donc c'est vraiment très bizarrement fait pour ça. Ah oui, autre chose que vous pouvez pas voir parce qu'on est en tasse, mais là vous voyez il fait un certain nombre de pas, enfin je sais pas, il va y avoir un combat tous les 20-30 pas, un truc comme ça. Parce que c'est du tasse. En partie normale, vous faites vraiment un combat tous les 2 pas. C'est abominable. Bon, donc là, qu'est-ce qu'on est parti faire? Parce que bon, quand même un petit peu ce qui s'est passé. Dans le coin de Givre, ils nous disent ouais, mais on est en train de crever, il fait trop froid, c'est pas normal, avant il faisait pas si froid, Et donc bon, on est en train de rechercher le contrôleur climatique pour le remettre en marche, pour que les types, ils arrêtent d'avoir froid, simplement, dans cette partie du monde. Mais du coup, on va aussi récupérer un nouveau perso.
Il y a toute une chronologie qui existe sur les Phantasy Star que j'ai lu du coup assez avidement récemment. Et du coup il y a un comparatif entre les années terriennes, les années d'Algol, les années avant ou après l'apocalypse, enfin voilà, c'est assez particulier. Donc là techniquement en fait c'est le jeu qui se passe le plus loin dans la chronologie. C'est-à-dire que toute l'histoire de Rhys est née un peu avant les personnages de Phantasy Star 4, mais comme on va avoir des personnages qui vivent beaucoup plus tard que ceux de fin de Phantasy Star 4, on est techniquement le plus loin dans la chronologie. Parce que oui, pour l'instant on a le prince Rhys, machin, bidule le truc, tout ça, pas d'un coup fin, c'est bien mignon, mais c'est pas en fait le principal intérêt du jeu. Le gros intérêt du jeu, c'est pour ça que ça s'appelle Generations of Doom, c'est que là on est en train de faire le scénario de Rhys, et à la fin de ce scénario, on va avoir le choix de se marier de se marier avec Lena ou avec Maya. Donc soit avec une Laienne qui va nous donner un guerrier mage, soit avec une Orakienne qui va nous donner un guerrier. Et à partir de là, on a deux personnages possibles, qui sont Niall et Ain. C'est ça? Niall et Ain, Niall, je sais plus comment ça s'appelle, Niall et Ain. Et après, en fait, c'est pareil avec ces deux personnages-là, du coup, on va avoir des histoires très différentes, et à la fin de ce scénario-là, on aura aussi le choix de se marier entre deux autres personnages, ce qui amène à 4 personnages finaux, qui sont Chris, Sean, Aaron et Adan, c'est ça? Adan qui est pas seul, parce qu'il est aussi avec sa sœur jumelle Gwyn. Et chacun de ces personnages va avoir une histoire vraiment très différente, mais bon, les 4 fins sont quasiment les mêmes à quelques détails près. En fait, c'est dommage, parce que d'un côté, on a une très bonne idée, le coup des générations c'est génial, ça allonge énormément la durée de vie, ça rajoute plein de contenu, c'est des très très bonnes idées. Sauf que c'est un peu complètement con, parce que même si les prémices des histoires de le vaisseau spatial, etc., qui navigue, tout ça, c'était une très bonne idée, bah, on se retrouve quand même avec un contenu qui est pas terrible, qui a plus rien à voir avec ce qui a été fait avant. Enfin voilà, on sait pas trop où est-ce qu'on en est, quoi. Par rapport aux autres Phantasy Star, c'est un peu paumé. C'est pour ça que ce jeu est souvent considéré comme le mouton noir, parce que bah on sait pas où on va, le gameplay est bizarre, les personnages on sait pas trop qu'est-ce qu'ils font ni à quoi ils servent. Et techniquement, il est vraiment à la ramasse, quoi. Vous allez voir, il y a des trucs qui sont vraiment cheap et vous dites waouh. C'est ensuite 2 ans après Phantasy Star 2, c'est vraiment à la ramasse. Alors, je sais que le développement il a été très rush pour ce jeu, il est sorti plus vite que ce n'était prévu. C'est pas trop comme pourquoi, c'est peut-être à cause de la sortie de la Super NES, ce qui expliquerait 91, la Super NES en sortie en décembre 90. Mais bon, c'est un peu décevant. C'est-à-dire que si vous les comparez à Final Fantasy 4 par exemple, bah, on est très loin. En Phantasy Star 3, vous pouvez y jouer entre guillemets réellement, si vous voulez, il y a une cartouche, moi c'est comme ça que j'y ai joué, hein, parce que je m'étais payé la cartouche. Sur GBA, j'ai Phantasy Star Collection où il y avait le 1, le 2 et le 3, et c'est là-dessus que j'ai fait justement le 3 X fois, avec une fac donc, hein, parce que bon, merci bien, un peu de merde. Le jeu c'est vraiment le pire de la saga parce qu'on comprend rien, le gameplay est pas intéressant, on sait pas où on va, les personnages sont pas très voilà, c'est pas terrible quoi. Il y a juste ce système de génération qui rend ça bien quoi. Il y a un truc intéressant qui est fait au niveau de la magie aussi, c'est qu'on a le choix de configurer on va dire chaque type de magie, que ce soit support, attaque, guérison, etc. Il y a 4 magies différentes et après on peut définir laquelle des 4 magies va être la plus puissante, etc. On peut gérer la puissance de ces magies pour en avoir une plus faible, pour en avoir une autre plus forte. C'est pas mal. Mais les magies étant quasiment inutiles les 3 quarts du temps, pas très utile. On est déjà qu'à 19 minutes, c'est incroyablement chiant ce jeu. J'ai hésité quand même à le faire, Phantasy Star 3, parce que... encore une fois c'est chiant. Mais je me suis dit que c'était nécessaire. Pour montrer un peu ce que c'était, montrer un peu la décadence que c'est, à quel point ça peut tomber bas. Et du coup après par contre, dans 2 semaines on fera le 4, là par contre justement on atteint l'apothéose, on passe vraiment du pire au meilleur. Et on trouve Rouen. Alors Rouen il est intéressant comme personnage parce que c'est un androïde de support, enfin cyborg de support plutôt, qui a été créé pendant Phantasy Star 2, et on en retrouve un autre modèle dans Phantasy Star 4 qui vient de nos personnages. Et en même temps il y a un petit instrument qui s'est rajouté derrière. Et oui, chaque fois qu'on a un personnage, la musique de la carte de monde change. En l'occurrence, celle à 5 persos est sympa. Donc avec tout ça, on a Rouen qui va nous permettre de réparer le système climatique. C'est très intéressant, maintenant il va falloir l'atteindre.
revienne un peu au point scénario, bien sûr. Et qui sert toujours, qui cherche toujours à sauver sa promise. Alors vous allez voir, Rouen, c'est un peu le lieu du jeu, de toute façon, Rouen. On va lui mettre directement. Il se bat avec des flingues. Et notamment un flingue dans Phantasy Star 2 et dans Phantasy Star 3 et dans Phantasy Star 4, il y en a un à chaque fois, qui permet de toucher directement tous les adversaires à l'écran, ce qui est extrêmement pratique, sinon c'est juste un adversaire. Salut Trop Clo-Clo. Et Rouen, c'est le personnage le plus badass, c'est lui qui a le plus de points de vie, le plus de défense et qui est parmi ceux qui tapent le plus fort. En général, dans le 3 comme dans le 4, on va préférer le mettre en première ligne, parce que les personnes en première ligne ont plus de chances de se faire toucher. Et bon, là ça se voit moins dans Phantasy Star 3, mais dans Phantasy Star 4 il fait plus de 2 mètres, enfin il est vraiment gigantesque. C'est pas le même perso, hein, bien sûr, c'est juste que ce sont les mêmes modèles de cyborg. J'avais le nom exact. Exactement, Darkana. Le héros se bat avec un couteau et lui bah, il a pris les mitraillettes. Le perso il tape à 10, lui il tape à 50. Voilà. Rouen quoi. C'est un perso qui est pratique tout le long du jeu parce qu'on va récupérer des parties pour lui qui vont lui permettre de changer justement sa forme physique. Alors ça va, les fuites dans ce jeu, heureusement on peut les faire, il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. On revoit et on retrouve encore Lyle. Cette fois-ci, dit qu'il va nous aider parce qu'il faut qu'on répare le truc climatique pour que les gens ils arrêtent de crever dans le truc de froid. Donc là, il y a un mage. Un Laian. Le truc intéressant aussi qu'on va remarquer, c'est que là, c'est vraiment Orakian, Laian pour être guerrier et mage. Et du coup, voilà, Rhys, il a 0 TP, les TP étant les points de magie. Ce qui est assez étonnant parce que, au contraire, par contre, Mieux et Rouen en ont, alors que ce sont des cyborgs. C'est une règle qui va changer dans Phantasy Star 4 puis dans Phantasy Star Online qui feront après que tous les humanoïdes, quels qu'ils soient, ils auront de la magie. Et par contre, les cyborgs n'en auront plus du tout. C'est le cas notamment dans Phantasy Star 4, on verra bientôt. Et voilà, encore la musique qui a changé. Donc juste les percussions maintenant. On a quand même plusieurs types d'armes au fur et à mesure du jeu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les flingues, les griffes et tout comme ça. Et les slicers qui vont toucher les ennemis sur une ligne, il y a quoi, il y a les flingues, c'est un arc je crois qu'elle utilise, l'autre qui tire vers le haut directement, les ennemis du fond. Ça non plus. Phantasy Star 3, vous avouez, je l'ai pas refait hein, pour ce tasse. J'ai revu une tasse, ça je l'ai vu 2 fois. J'ai beaucoup lu. Mais j'ai pas refait le jeu parce que je pense que je n'y retoucherai plus jamais. J'ai fait les 4 fins de ce jeu, hein, faut bien remettre en situation. Sur GBA. Je crois que j'y retoucherai plus jamais à ce jeu. Alors lui aussi, Phantasy Star 3 fait partie de ces jeux maudits qui ne sont pas speedrun. Parce que c'est un peu abominable comme jeu. Mais il y a eu des tentatives. Il y a eu des tentatives de speedrun de Phantasy Star 3. Et le problème c'est toujours le même, c'est impossible de manipuler les combats. C'est vraiment atroce. Donc c'est full aléatoire du début à la fin, avec potentiellement un peu de grind si tu vas directement à différents points. Ça je suis moyennement convaincu par le zone grind. Peut-être pour le tout dernier boss, mais... Ah oui, parce que je vous ai pas dit, il y a genre 5 ou 6 boss dans le jeu, hein, c'est tout. Challenge, challenge. Les ennemis, c'est à 90% des color swap. Non, parce que faut quand même pas créer du contenu un peu compliqué, quoi. Les mecs ont essayé, ils ont eu des problèmes, exactement. Au final, c'est un peu triste que de tous les Phantasy Star sur Mega Drive, il y a... Enfin, de la saga principale plutôt, on va dire, il n'y a que le 2 qui speedrun parce qu'il est glitché, quoi. Et du coup, le show est finissable en 1 heure avec des persos craqués sans aucun risque, entre guillemets. C'est juste de foncer, d'avoir une bonne RNG, comme on dit, sur les combats aléatoires. Pour en avoir trop, quoi. J'espère que vous aimez cette musique, hein, parce qu'elle va vraiment rester dans votre tête un long moment. Aussi un des gros reproches que j'ai à se faire, c'est il y a 3 bonnes musiques dans le jeu, quoi, c'est tout. Et il y a, je sais pas, la BO, ça doit être 15 musiques à tout casser, c'est tout.
Le thème principal d'intro est bien, la carte du monde est bien. Voilà. Ah oui, il y a autre chose dont je ne vous ai pas parlé, bien évidemment, qui est un peu risible. Vous voyez quand il y a un combat aléatoire, là il y a une musique. Hop, là il y a une musique un peu joyeuse, victorieuse, tout ça. Et si on va la voir à ce moment-là. Non, on l'aura pas à ce combat. Mais en fait, il y a 3 musiques qui sont utilisées en combat. Une glorieuse, une c'est la merde, et puis une c'est la catastrophe, en gros. Enfin, c'est toujours la musique joyeuse. En fait, c'est censé... la musique est censée s'adapter au fur et à mesure des combats. Enfin, du combat, en l'occurrence, selon les situations. Si ça se passe bien, ça va. Si ça se passe mal, ils pêchent la musique. Bon, là, on voit, du coup, ils ont réactivé le truc climatique. Du coup, il n'y a plus la glace partout ici, ce qui est cool. Et donc, la théorie voudrait que la musique s'adapte. Voilà, là, on a la musique tragique, par exemple. C'est la fin du monde, on va tous crever, etc. Machin. Et en fait, c'est censé s'adapter par rapport à comment se passe le combat. Mais c'est juste censé. Parce que dans les faits, c'est complètement aléatoire en fait. Et voilà, comme tu dis Nordest, oui, il n'y a pas de transition, c'est vraiment t'appuies sur le combat, la musique qui sans raison. Et parfois c'est pire, c'est en plein milieu d'un round, il y a l'ennemi qui se met à taper et tout d'un coup on passe à une musique tragique. Pourquoi? Parce que je ne sais pas. Alors j'espère que vous aimez le backtracking parce que tout ce qu'on a vu jusque là, on va le refaire une deuxième fois. Youhou! Enfin, pas retourner jusqu'à Aridia heureusement, mais retourner jusqu'au truc climatique, puis revenir jusqu'à cette ville après. Et ouais, SGB, c'est vraiment ce que tu peux dire pour ce jeu de manière générale. L'idée est bonne, mais c'est dommage. C'est exactement ça. Bah, du coup, on achète deux... on vend d'avoir plein de merde, et surtout, on va se débrouiller pour que Rhys, il ait une bonne arme dans chaque main. Parce qu'on va se retrouver bientôt à un combat où il va devoir se débrouiller seul contre un boss. Donc on essaie de bien le stuff, parce que sinon, voilà, quand il y avait 2 Still Life, c'est ça. Nouvelle musique, incroyable. Pourquoi avoir choisi un jeu chiant à streamer? Pour la souffrance. Vraiment pour la souffrance, pour partager le fait que justement ça allait être chiant. Et pour montrer le point le plus bas. Très bon exemple pour ça, c'est mais qui fait inverse, on va dire. On commence par le bien et on commence et on finit par le mauvais. C'est comment ça s'appelle? Toute la série des toute la série des Ultima commentée par Spoony, qui commence par les très bons épisodes les plus connus et descend petit à petit de plus en plus catastrophique vers le 8 et le 9. Et c'est assez hallucinant comme effet de se dire qu'on est parti de... Enfin, en fait justement son but c'était de montrer à quel point ça avait été bien avant de se casser la gueule complètement pour devenir complètement pourri. Et là voilà, c'est à peu près le même but, c'est de montrer comment c'était plutôt cool au début, puis après c'est devenu moins bien, puis maintenant c'est complètement catastrophique, pour remonter de façon superbe quand on fera le 4ème opus. Mais c'est sûr que c'est pas palpitant, hein. C'est un peu la honte de la série, ouais, Phantasy Star 3, c'est le mouton noir en général, on l'appelle celui-là. Parce que vraiment... combat pas intéressant, histoire abscon incompréhensible, personnages inexistants fades, qui n'ont pas de personnalité. Ouais. Il y a juste le système de génération qui est bien. Les prémices étaient plutôt pas mal pourtant. Et on voit quand même qu'il l'utilisait avant Gra qui a une petite gravité qui va forcément taper tous les adversaires. Parce que c'est pareil pour les magies, ça marche un peu comme les épées, c'est-à-dire ça va être soit un groupe qui va faire une moitié de l'écran, soit ça va être celui en bas, enfin tous ceux qui sont en bas, ceux qui sont en haut, ou bien un seul ennemi. Ah, mon cher dame, on n'a pas fini encore. On est qu'au début, on est qu'à 29 minutes sur 1h40. T'inquiète, je l'ai pas encore fini, j'ai commencé à le faire, le foie gras, mais je l'ai pas encore fini, j'ai eu la flamme, puis après il fallait que je prépare des trucs pour l'émission. Et comme après il y avait 3 quarts d'heure de cuisson et tout, préféré attendre d'avoir fini l'émission pour le finir pour de bon. Donc là on voit Zan qui était la magie de foudre.
touché, il me semble. Je sais plus si c'est le groupe, enfin la ligne du fond ou bien le... C'était un pack d'ennemis, je me souviens plus. Ah oui, et puis il y a aussi une autre raison vachement importante pour laquelle je monte cet épisode-là particulièrement, Phantasy Star 3. C'est vachement important. Hein. C'est parce que je fais ce que je veux. Mais oui. Putain, si vous saviez les tasses chiants que je pourrais vous montrer. Non, Phantasy Star 3, il est intéressant, quoi. Tout d'un coup, là, elle qui dit ouais, mais non, moi je sais où est-ce qu'elle est, Maya. Et du coup, bah, il se barre du groupe. Bah, attends, je vais dire on va se fight avec, oui, on va se fight avec. Par contre, je me suis dégoûté de la série prématurément quand on se passe. Ah, c'est dommage. Et toi, t'as pas fait le 4 à cause de ce jeu? Alors, ça, c'est vraiment dommage. Faites-le, oubliez un 2-3, faites juste le 4. À lui tout seul, c'est vraiment un super jeu. Parce que vraiment, pour le coup, autant voilà, le 3, autant le 4, par contre, tout est bon, hein, là, tout est réussi. Bonne histoire, bon personnage, bonne musique, bonne direction artistique, bon gameplay, bonnes idées, bonne surprise au niveau de l'histoire, enfin, punaise. Et c'est assez marrant justement de voir comment est-ce qu'ils ont pu foirer complètement celui-ci, mais réussir celui d'après vraiment magnifiquement, quoi. Ouais, il y avait la chef de projet du 1 qui était de retour sur le jeu, mais je sais pas si c'est que ça. Peut-être qu'ils ont pas rush le développement, je sais pas, enfin, mais, en comparaison, ça fait un peu mal. Ah, je vous ai pas dit aussi, donc ce TAS il est fait par ACMLM. ACMLM vous le connaissez peut-être. C'est un Canadien speedrunner, qui est surtout connu pour son speedrun. Surtout connu par exemple pour A Link to the Past, parce qu'il fait partie des meilleurs joueurs d'A Link to the Past. Et donc c'était en 2006 qu'il a fait ce TAS, et il a dit ça lui a pris 2 jours pour faire le TAS. 2 jours. Un TAS d'1h40. 2 jours. Ah, on a la musique complète de la carte du monde, mais on l'a pas eu complètement. Pour vous donner une idée un petit peu du temps passé pour faire du TAS, Final Fantasy VI, par Killay et Kadmoni, en comparaison, juste la création du TAS, hein, juste le fait de le faire sans le routing, sans la préparation, sans la recherche de route, tout ça, donc sans les mois de travail avant, juste ça c'était 450 heures. Alors qu'à côté de ça, on a ce jeu fini en voilà... Le TAS se fait en 2 jours. Voilà, non, parce qu'en 2006, c'était pas les mêmes règles sur TAS vidéo, c'était un peu plus à la one again, par-dessus la jambe, donc c'était un truc qui allait jusqu'au bout, ça suffisait, quoi. Et c'est un peu ça le problème. Et malheureusement, il n'y a pas grand-chose pour améliorer ce jeu, quoi. À moins de changer, enfin, je sais pas, la seed et puis avoir des meilleurs combats aléatoires pour en avoir moins. La route est déjà, on va dire, optimale, donc à moins de trouver un autre séquence break, parce qu'il y en a déjà un de séquence break. Et oui, on ira sur ce jeu jusqu'au bout, hein, que vous voilà, hein, libre à vous de partir, hein, vraiment libre à vous. Par contre, on a vraiment la musique complète maintenant de la carte du monde qui est vraiment très cool. C'est marrant parce que le premier task ACMLM a fait des jeux qui duraient 2h40, et après il l'a fait en 1 heure de moins. Juste quelques jours après, simplement, oh, tiens, je peux améliorer ça, tiens, je peux trouver un truc à faire. Il y a quand même un truc très intéressant au niveau de la route de ce speedrun, hein, c'est quand même déjà ça, heureusement. Mais comment je ne peux sur récupérer. Donc on revient à l'endroit où on était tout à l'heure. Et on n'a pas le choix parce qu'il nous fallait les 5 persos pour venir ici. Stream Baten Kaito 5 et 2. Ah bah ça va être difficile, c'est-à-dire. Même si on remarque que j'ai la Gamecube, le Dazzle et
le premier Baten Kaitos. Laisse-moi réfléchir. Non. C'est bien, on arrive à trouver de l'entertainment juste avec les mecs qui sont mécontents que je stream de la merde qu'avec le jeu lui-même. Je suis très impressionné, je pensais pas que... je pensais pas qu'on atteindrait ce point magique et merveilleux dans le monde du streaming. Mais sinon, plus sérieusement, je pars du principe que tout le monde sait ce qu'est un Tool Assisted Speedrun, hein, parce que bon, si on doit expliquer à chaque émission précisément ce que c'est, on n'est pas rendu. Puis il y a 4-5 ans de 80 best-sellers avec Speed Game, donc juste mince. On est du principe que ça fait partie des choses connues si on s'intéresse de près ou de loin au speedrun. Final Fantasy Period NES versus Fantasy Star Period Master System qui gagne Final Fantasy 3. Les galères sont sauvées, fait sans fac. Sans fac, ouais, tu m'étonnes. C'est jamais où aller, les donjons sont labyrinthiques, tout se ressemble. C'est au moins le 5e donjon qu'on fait qu'à la même tête. Enfin, c'est. Fantasy Star, avec la même musique, bien sûr, et les combats tous les deux pas. Et oh mon dieu! Mais que se passe-t-il? Donc en gros c'est le moment où on se rend compte qu'on n'est pas... Enfin qu'il y a d'autres choses que juste... On n'est pas dans une espèce de planète, on est déjà ailleurs. En fait on est dans un vaisseau spatial comme je vous ai dit avec cette mini-sphère qui sont autant de mondes potentiels mais qui sont tout petits. Mais il y a en plus 2 satellites qui tournent autour. Et on revient là où on était. On me fait remarquer que la musique des combats, quand elle est joyeuse, fait penser à la musique des matchs de NBA. Je n'ai pas cette référence là, je suis désolé. Oups, si je fais pas de ça, ça va pas le faire. Elle, en fait, moi je me demande si sur un panel de 3000 jeux, il a ses chances. C'est surtout ça. Je suis pas sûr, hein, parce que sur un panel de 1000 jeux, pardon, c'est vrai. Un panel de 1000 jeux, je me dis, il a peut-être ses chances. Et là, voici reparti. Chez les Laillants, complètement. Dieu que vous êtes con dans le chat. Bon, j'ai une bonne nouvelle quand même. On va bientôt arriver à quelque chose d'un peu intéressant. Et à profiter parce que c'est la seule fois dans tout le TAS où il y a un truc un peu intéressant. Ah, et voilà, maintenant ça joue au jeu de celui qui a la plus longue. Dans le chat.
Et voici de retour dans le château de l'angoisse où on avance à 2 à l'heure. Mais effectivement, Dark Yoda, à finir Phantasy Star 3 sans fac, faut vraiment le vouloir, hein. C'est tellement une catastrophe ce jeu. Mais oh mon dieu! Mais oui! La terre qui s'ouvre devant nous! C'est pas gâché ou pas, hein, Dark Yoda, déjà faire une fin c'est pas mal. Hein. Ironiquement, c'est la fin qu'on va voir qui est considérée canon dans l'histoire, ce que moi je trouve un petit peu incompréhensible et qui me fait sourciller énormément pour beaucoup de raisons morales, mais bon, ça c'est quelque chose. Mais sinon, bon, les 4 fins sont, voilà, il y en a des pas terribles. Il y a celle où on retrouve un autre vaisseau, il y a celle qui on dit un pote, celle où on part à l'inconnu, il y a celle-ci, moi je peux pas vous raconter, bien sûr. Voilà, vous la verrez bien. Sans doute la plus intéressante, c'est vrai, mais bon. Erron, c'est vraiment pas le... Enfin, c'est con, quand t'as le choix entre Adan et Erron, tu prends Adan, quoi. Alors, au Sheridan, le fait d'avoir des langues différentes, ça fait que ce n'est pas du tout le même jeu d'une part, mais surtout on parle vraiment de versions différentes de jeu, puisqu'il y a des modifications qui sont faites entre les régions. C'est pas que la langue qui va aussi avoir des fixes de bugs, donc oui, on peut parler de versions différentes de jeu. Et merci d'avoir essayé. Exemple typique, c'est parler de version 1.0, 1.1, 1.2 selon les versions du jeu. Par exemple, tu as 4 versions de Ocarina of Time qui existent en cartouche. Etc. Autre exemple frappant, par exemple, ce sera la sortie internationale de certains RPG, ils vont mettre des choses qui n'étaient pas mises dans la version originale. Exemple, Final Fantasy VII International, sorti qu'au Japon, avec un 4ème CD avec des bonus, etc. dedans, mais surtout avec les armes, etc. qui n'étaient pas dans le jeu japonais. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à la fin de la première génération, après 45 minutes de douleur intense où il se passait rien. Et l'ironie, c'est qu'on va bientôt arriver à la seconde génération, mais on va pas en voir grand chose du tout. Alors souvenez-vous, quand je vous avais montré le séquence break la semaine dernière, on commençait le jeu, on achetait un escape-pipe, on faisait la séquence du mariage, on se retrouvait en prison, on utilisait l'escape-pipe parce qu'il nous ramenait donc au dernier escalier traversé, mais là le jeu savait plus où est-ce qu'on en était, et du coup le jeu nous disait de reset la console parce qu'on pourrait plus avancer. On va faire un truc un peu similaire, mais qui amène à quelque chose de bien par contre, à la fin de la première génération. Et accessoirement qui est complètement idiot. C'est complètement fou que les gens, que les développeurs ne s'en soient pas rendus compte. Bon, Sheridan, t'as vraiment la folie facile, hein, sincèrement. Bon, je vous la fais court, hein, c'est le roi Laian qui voulait pas que sa fille se marie à Rhys, qui est pas content, et donc on va lui casser la gueule. Et à la fin du coup, on va avoir un choix entre se marier entre Lena et entre Maya. Mais on va choisir Lena. Donc voilà, le boss de fin de première génération. Et oui, on pète la gueule. À ce qu'on peut, le roi il fait mal, il va me tuer Lena, mais on s'en fout, Lena est nulle de toute façon. Bah, du coup, c'est quand même une grosse manipulation pour que le boss soit toujours son attaque de merde et surtout qu'il cible toujours les bonnes personnes pour que ce soit pas problématique pour Rhys Muakan.
Et on tape. Donc là, il tape avec une canne, ce qui est un peu nul, alors que Rohan, il tape comme un sourd avec sa mitraillette et que c'est super efficace. C'est facile, hein, c'est juste d'attendre un petit peu à chaque tour pour savoir exactement quelle action va être la suivante. Et voilà, et on a tué. On a battu le roi machin, il dit ok d'accord, je veux bien que tu te maries avec ma fille. Et on a le choix, et on se marie avec Léna. Tadam, 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 et voilà Niall qui se lève, et Niall, donc c'est exactement la même skin que Rhys, mais avec des cheveux marrons. Et donc vous allez découvrir que les gens, quand ils vieillissent dans Phantasy Star 3, bah, ils chopent juste une moustache. Démonstration. Et le gars avec Rhys, il a une moustache, donc il est vieux. Et voici Niall. Et donc qu'est-ce qu'on fait avec Niall? Eh ben on utilise un escape pipe. Et où est-ce que ça nous ramène? Bah au donjon de la génération d'avant. Vous commencez à comprendre la logique derrière ça. Ça fait qu'on se rend à tout le donjon de fin de première génération. Là par contre on se tape que des piafs qui sont le premier ennemi du jeu, donc c'est plutôt pratique. Bon, alors on a récupéré Niall qui est un peu comme Rhys, hein. C'est un oracle pur et dur, donc il tape comme un sourd et c'est tout. Oui, parce que si t'aimes les RPG, tu dois t'intéresser à l'histoire. Hein. Voilà, c'est important l'histoire dans un RPG. Et si tu t'intéresses pas à l'histoire, comment tu peux dire que t'aimes les RPG, quoi? Par contre, une chose qui change pas, c'est que c'est toujours un donjon de la nuit, hein, ici. Donc on a quand même une ellipse de 18 ans. Hein. Mais c'est pas très grave. Le seul défaut vraiment de cet endroit là, c'est que le donjon est un peu long et qu'on se déplace toujours à 2 à l'heure. Ouh, Shining in the Darkness d'une traite RNG, c'est ça là. Du coup, je l'ai jamais fini, Shining in the Darkness. Certains diraient d'ailleurs que le pseudonyme de quelqu'un de très populaire sur cette web TV viendra de ce jeu. Et bon appétit, bah c'est fixe. D'ailleurs, hier, il y avait Bowie the Hero qui faisait un stream de Shining Force 2 en une fois, en one shot. Je suis arrivé quand il était à 6 heures de jeu déjà. A priori, il était parti pour 12+. Faut le vouloir. Hein. Salut Riedo. Ouais, c'était un peu mon avis, Noirdaise. Hein. On a bien popcorn, on a bien mangé notre popcorn, mais bon, ça devenait usant à force. Vraiment insupportable, c'est la musique qui reset quand tu reviens, avec toujours la même petite boucle. Ça me rappelle que des mauvais souvenirs. Ah punaise. Petit Star 3 quoi. Et donc nous revoilà contre le roi Syl qui veut qu'on se marie contre notre potentielle grande cousine du coup. Mais c'est pas grave. Ça fait 18 ans qu'il est sur son trône à attendre qu'on revienne. Bon, le gros indroche par contre c'est que Niall il tape beaucoup plus fort que les persos d'avant. On voit il tape à 100 et quelques, c'est quand même un peu plus efficace. Bon du coup à 60 seulement sur le boss, mais c'est déjà ça. Bon ça va, on va pas non plus se marier, enfin il va pas nous dire qu'on va se marier à notre propre mère, c'est déjà ça, mais quand même.
Et du coup, bah, ça finit la deuxième génération. Là, on a directement le choix entre deux personnages dont on n'a jamais entendu parler. On se marrait à la lire. Et tout d'un coup... Espace. Parce que oui, en fait, on a rejoint Lune comme personnage et lui, il vit sur un satellite. Et voilà, là, on a la gueule du vaisseau avec les 7 sphères reliées entre elles. Et en fait, on tombe sur un autre vaisseau comme un autre, qui nous tire dessus, le salaud. Et pourquoi nous tirons-nous dessus? Malheureusement, ça nous a dévié de là où on allait. Et voici Aaron avec sa cousine Kara. Et du coup, on a encore mieux Erwan, hein, bien sûr, parce qu'on a toujours un descendant d'Oracle. Alors là, on est obligé de faire revenir, repartir, revenir, c'est pour que l'escape-pipe ça puisse fonctionner. Sinon, il nous ramène encore au donjon d'avant, et là, ça fait planter le jeu. Donc du coup, on commence directement avec des objets de la 3ème génération, alors qu'on vient de finir la première techniquement, donc c'est un peu craqué. Mais vous en faites pas, on revient très vite au donjon très long et chiant où il se passe rien. Et du coup, très important, on va récupérer très vite un objet extrêmement important qui est la seule raison pour laquelle on prend le scénario d'Aaron, ce sont les aéroparts qui permettent à Rowan de devenir un avion. Et en fait, si on avait pris l'autre scénario, celui d'Adan, on n'aurait pas pu aller... Enfin, on n'aurait pas pu finir le jeu parce qu'on a été coincé scénaristiquement, parce que le jeu aurait considéré qu'on a des objets qu'on aurait dû récupérer dans le truc d'avant. Mais avec Aaron, ça marche. Les persos sont pas censés être super under level, si, effectivement. Alors faut voir que les persos principaux, ceux qui sont relatifs à la génération, eux ils reviennent toujours niveau 1, donc c'est pas très grave. Par contre, Mew et Erwan, ouais, eux sont censés être déjà niveau 30-40 et là ils sont même pas niveau 10. Et on va finir le jeu, on sera même pas niveau 10 d'ailleurs. On récupère des objets en Laconia, souvenez-vous, Fantista 1, eh oui, eh oui, eh oui. Le Laconia de retour. Encore la manipulation des combats. On attend un peu avant d'avancer. Hop là. Et du coup on va récupérer les aéroparts. Voilà, du coup on peut utiliser un escape-pipe pour nous ramener à l'entrée. Ce qui va nous permettre de revenir sur Terre, parce que, enfin sur le Alissa 3, parce que là on est toujours sur le vaisseau. Bon, je pense que là il y a eu trop d'actions d'un coup, c'est un peu trop compliqué dans vos têtes pour comprendre exactement ce qui s'est passé, ça a été trop rapide. Du coup, je suggère qu'on aille un peu à la pub, parce que là il faut que vous compreniez bien tout ce qui s'est passé, toute l'action qui s'est passée là en ces quelques minutes. C'est vraiment beaucoup trop, donc on revient juste après la pub.
Et hop, on retourne dans la souffrance. Hop là, voilà qui est bien. Et c'est reparti. Hop là. Alors. Et donc, face à Chip, voilà, ça c'est un vaisseau spatial qui se déplace d'une planète, enfin d'un satellite artificiel à la planète, et regardez toute l'animation. Il rentre dans la ville, il rentre dans la fontaine, et il se pose. Waouh! C'était tellement impressionnant. Oh là là, techniquement tellement en avance pour son temps. Bon, je le fais simple, hein. Tout la speedrun c'est un fichier d'input de toutes les, de pression de touche du jeu. Et qui sont joués donc à chaque image du jeu. Attention, transformation en avion. Ruer, bah oui, c'est le cas d'ACMLN, qui est un très bon speedrunner sur Zelda 3, sur Super Metroid, sur Mario 64, enfin sur un nombre incalculable de jeux, et qui fait du TAS aussi. C'est le cas aussi de Kilai par exemple, qui a fait un nombre incalculable d'excellents TAS, et qui speedrun aussi Super Meat Boy en 106%. Et voilà, les communautés sont très imbriquées, hein. C'est souvent les mêmes gens qu'on retrouve à des rôles différents. Il y a plein de gens qui s'imaginent que les gens qui font du TAS et les gens qui font du speedrun c'est des mecs opposés, mais j'ai jamais compris pourquoi les gens faisaient une enfin, il n'y a pas de compétition. Ah, les émulateurs pour cheater, évidemment, bien évidemment. Ah, on avance. Bon, du coup, quel est le but du jeu là maintenant? Le but du jeu, ça va être de récupérer des objets qu'on aurait dû récupérer dans la partie d'avant, enfin le scénario d'avant, enfin la génération d'avant, voilà. Ça va être de récupérer les objets ultimes, les différentes parties de... Voilà, on a les subparts notamment qui vont servir pour servir de sous-marin à Rouen. Et enfin, la fin du jeu. Et oui, ça arrivera, je vous assure, on verra le bout de ce jeu. Mais c'est marrant parce que plus on avance dans le jeu, plus on débloque en fait des nouvelles gemmes, saphirs, rubis, etc., qui vont nous permettre d'ouvrir différentes cavernes, comme celle qu'on rentre, et donc d'accéder à plus en plus de parties du monde. C'est-à-dire qu'on passe vraiment de quelque chose de tout petit. On a d'abord que 3 régions auxquelles on peut accéder, et à la fin on a les 7, plus une cachée avec toute petite, plus les satellites. Phantasy Star 3, ouais. Et on dit c'est que je me demande comment j'ai pu finir celui-ci 4 fois, et jamais aller trouver le courage d'aller au bout du 2. Bon, le 2 était vraiment très dur pour rien en plus. Tu vois, en fait, il est même pas dur, c'est ça l'ironie. Les combats, même les combats contre les boss, etc., c'est pas difficile. C'est juste les phases de recherche interminables et insupportables, quoi. Bah ouais, il y a personne qui speedrun ce jeu, donc oui, tout de suite. Il va y avoir beaucoup de temps de différence. Ah, bon ça. Mais une partie normale sur ce jeu, oui, c'est une douzaine d'heures, un truc comme ça. Alors que là, on a un gros séquence break, etc. machin, et puis surtout, on se tape les boss en étant sous niveau à mort. Ce qui ne marche que parce que on manipule énormément l'IA de l'adversaire pour qu'il fasse pas des attaques de bâtard. C'est pareil pour Star 4, ça c'est vraiment dommage, il y a peu de gens, enfin j'ai vu au moins 3 personnes. J'ai vu... c'était Ever8 je crois, Ever8, I'm Not Gay But I Like Your Booty, et puis Sam qui ont essayé de speedrun Phantasy Star 4 et qui se sont cassés les dents. Parce qu'à chaque fois c'est la même merde, il y a au moins 3 endroits dans le jeu où il faut grind et c'est abominable.
Certains ont voulu faire la strat qu'ils utilisent dans le TAS, pour avoir un personnage overcheaté, mais c'est très risqué et très aléatoire, et malheureusement il y a encore un passage du jeu où il faut quand même grind comme pas possible. Et sinon le combat est infaisable. Quand TAS il est justement ultra manipulé pour être sûr de ne jamais tuer tout le monde. Qui sera le combat contre Lassic. Et oui, le méchant de Transistor 1. je spoil, on s'en fout, on parle de jeu. D'ailleurs, Transistor 4 sorti il y a 20 ans, 94. Donc bon. Vous avez du bol, je comptais faire ce stream alcoolisé, mais j'ai pas eu le courage finalement. Bonsoir Julien Lepers. Ravi d'avoir... Attends, on a eu Bernard Ménez, maintenant on a Julien Lepers. En 3 parties plutôt bleues, mais quand même. Ruère, bah normalement pour faire un tasse long, il faut vraiment beaucoup de temps. Malheureusement ça c'est un très mauvais exemple. Parce que ce tasse-là, il était fait par-dessus la jambe sans s'emmerder et qu'en l'occurrence, ça a pris que 2 jours à son créateur, à SML, ce qui est un temps absolument ridicule pour un tasse de cette longueur. Pour donner une idée des longueurs, etc., ce que je donne toujours, c'est le tasse que j'ai fait de Dragon Crystal. C'est 1 minute 5 secondes le tasse, j'ai mis 2h40 à le faire. 2h40 de tasse pour 1 minute de gameplay. C'est long. Après tout dépend du task que tu fais, il y a des tasks qui vont être faits très rapidement parce que c'est vraiment très con et que t'as peu de trucs à manipuler, t'as peu d'essais à refaire tant que t'as eu le bon truc et tu sais comment l'obtenir. Autant il y en a avoir qui vont te demander du test sur de l'aléatoire, voire revenir en arrière pour refaire des bouts parce que la suite va être mieux, parce qu'il s'est passé tel truc et tel machin, ça peut être abominable. Je crois qu'il est revenu 3 fois au Senao de Sabine quand il a fait FF6, tellement vous avez trouvé des nouveaux trucs, etc. Ça peut vraiment te prendre beaucoup de temps. C'était le task de Golden 64, je crois aussi, qui a pris des mois comme ça à faire. T'avais... Je plus, ils avaient mis qu'il y avait 4 millions de re-records par exemple. C'est pas humain quoi. C'est vraiment pas humain. Et nous revoilà, Ridia. Youhou. Et... Youhou, transformation en sous-marin. Et il y a un passage secret. Et oui, il y a un autre monde caché sous Aridia. On retrouve le thème principal du jeu. Alors souvenez-vous, on avait dit tout au début du jeu qu'il y avait eu une guerre entre Orakyo et Laia. Et leurs descendants, etc. Machin. Et bien nous voici au temple de Laia. Et on va débloquer un nouveau perso qui est... Mon dieu, je suis Laia, qui se joint à vous. Et en fait c'est pas Laia, la légendaire Laia, c'est la sœur de Laia qui s'appelle aussi Laia. Mais qu'elle est depuis 1000 ans. Bon bah ça fait 1000 ans qu'elle est dans ce temple et qu'elle attend qu'on vienne la chercher. Ok. Un truc qui est marrant, c'est Kara, donc le 4ème personnage qu'on a dans le groupe, la blonde, qui est la cousine de notre personnage principal. Elle descend en fait de l'autre fille avec laquelle on ne s'est pas marié dans la génération. En fait, elle vient de la génération encore avant. Et du coup, si on s'était marié avec Maya, ça aurait été une guerrière. Mais là, comme on s'était marié avec Lena, et donc c'est nous qui avons joué les guerriers, c'est sa branche de la famille qui est devenue la branche de magie. C'est assez intéressant. Et il n'y a que dans le scénario de Adan, justement, qui est l'autre personnage que Daron, on ne la joue pas, puisqu'on joue Gwyn à la place, qui est la sœur d'Adan. C'est un peu compliqué, hein, je sais. Attendez que je fasse un épisode sur les Wonder Boy et vous allez mourir sur... vous allez mourir sur les noms des jeux, etc.
Moi j'ai fait quoi? Moi j'ai fait un petit peu de TAS et je fais du speedrun. Moi j'ai speedrun Wonder Boy 3 sur Master System et j'ai fait du TAS de Dragon Crystal. C'est pas des jeux très intéressants. Comme tu dirais, même le scénario il a abandonné, c'est exactement ça. Donc maintenant qu'on a récupéré les 5 persos, le but ça va être de connaître un petit peu plus ce qui se passe dans l'histoire, machin, le truc. De récupérer les armes ultimes, de débloquer le dernier boss, et de lui casser la gueule. Que d'histoire. Mais on a enfin la musique de la carte du monde complète, et ça c'est cool. Parce qu'elle est cool. C'est au moins une bonne chose quoi dans ce jeu. Plus on peut la souligner. Et oui, il y a des espèces de machins flottants bizarres sur l'eau, et en fait ce sont des villes. Et oui, des villes flottantes. Pas sur de la crème anglaise. Je suis désolé. Du coup, je sais plus qu'est-ce qu'on est parti faire ici. C'est pour récupérer les objets de Ney. Bah, souvenez-vous, hein, je vous la refais rapidement sur Ney. Ney, c'était une espèce de non-humaine que le héros de Phantasy Star 2 avait trouvé et hébergé. Et en fait, il y a une espèce de créature expérimentale biologique surpuissante de la mort qui tue. Et qui meurt dans Phantasy Star 2. Il se fait assassiner par sa sœur Ney First. Et les objets de Ney, justement, étaient les objets ultimes de Phantasy Star 2. Et ce sont aussi ceux du 3. Et selon le scénario, justement, il y a 2 androïdes qu'on va rencontrer, mais là on n'en verra qu'un, et pas l'autre. Qui sont des doubles de la série de Mew et de Ren. Quant c'est casser la mécanique du jeu, bah ça dépend du jeu en fait. Si on peut la casser, oui. Sinon, non. Là, en l'occurrence, on a eu un gros séquence break à la fin de la première génération, puisqu'on a sauté carrément un tiers du jeu. Imaginez, hein, sinon le test il durait 3 heures et quelques. On va dire plutôt 2 heures et demie, voilà. Donc on peut déjà remercier... l'auteur du TAS pour avoir fait au moins cet avantage-là. C'est que ça dure moins longtemps que ce que ça devrait dans une partie normale. Les changements de musique tous les 2 pas. Qu'est-ce que ce jeu est intéressant. Ce qui me tue, c'est qu'en plus les donjons sont mal conçus. On sait pas trop où on doit aller. On sait pas trop... enfin voilà. Nom d'un JRPG avec des étudiants ou écoliers qui sont catapultés dans un monde parallèle. RPG Jap sur SFC. Ça pourrait être beaucoup de choses, c'est ça le problème. Là comme ça je vois pas du tout. Sur SFC. Coucou Bastéfix, pas grand chose. On a récupéré Laia qui n'est pas Laia. Ici on a fait des donjons très chiants. Et on a vu des trucs moches. Mais on a la musique avec les 5 persos, ça c'est cool.
C'est sûr, des villages flottants. Ça, c'est celui des gens qui sont cool. Il y en a deux. Un avec des gens pas cool, et ça, c'est ceux qui sont cool. On va devoir y retourner 2 fois d'ailleurs. Je remarquerai quand même qu'on a eu une nouvelle musique ici. Incroyable. Et oui, ça arrive. Des nouvelles musiques dans ce jeu. Youhou. Ouais, oui, il y a un TAS de FF9 qui est en 7h30 de mémoire. Il est cool le TAS FF9. Mais il y a une version 100% qui est en train d'être faite, qui est complètement folle, et ça j'ai hâte de la voir, vraiment. FF4 c'était 91, et là on est vraiment dans les premiers jeux de la Super NES. FF9, je doute de le montrer parce que 7h30 c'est vraiment. Enfin voilà, je peux diviser ça en 4 épisodes, mais bon, c'est vraiment si j'ai si j'ai plus rien à montrer, je pourrais, hein, ça dit, mais bon. Non, t'as. Moi j'ai prévu de toute façon là plein d'épisodes assez longs. J'ai pas mal de RPG au final que je vais montrer. Il y a pas mal de RPG que je vais montrer dans un truc que j'ai fait. Enfin, pas que forcément que du RPG classique, mais aussi d'action RPG simplement. J'ai refourni justement ma liste de jeux à faire. Le retour de l'escape-pipe. Donc on se retape le ville labyrinthique dans l'autre sens. Youhou. Donjon interminable, pas intéressant. On se remet directement, hop là, en avion. Tiens, bah, tant qu'à parler de notation, vous voulez rigoler? Phantasy Star 3, il a été noté 17 sur 20 sur jeuxvideo.com. 17 sur 20. Vraiment que ça mérite à 17 sur 20? Oh. Casser ma roche. C'est de voir justement que la note des lecteurs c'est 12 sur 20. Déjà 12 sur 20, je trouve ça cher payé. Moi je lui mets 7 ou 8, pas plus, parce qu'il y avait quand même des bonnes idées, mais alors... punaise.
Si c'est vu de côté, ça peut être un Is. Parce que Is 3 et 4, il me semble, ils sont vus de côté sur Super NES, de mémoire. Ou c'est juste Is 4, je sais plus. Un peu ça, Netflix. Le jeu est long, il y a des couleurs, 17 sur 20. Bah, il soulignait quand même l'originalité du système de génération. Mais alors après, il n'y a pas grand chose quoi. Bateau. Qu'est-ce qu'il est pratique sur web. On se transforme en sous-marin. Et du coup c'est cool, on permet d'avoir la musique en plus cool. Bonne question d'Arcada. Je sais pas combien est-ce qu'il est utile, enfin, du coup. On va commencer à avoir des notes comme comment il s'appelle, Hardman Canada avec des 1 milliard avec infini au carré sur 20, comme ça. Et oh, vous vous souvenez de ça au tout début, quand on disait le grand méchant il est sous l'épée d'Orakyo. Bah qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on l'a libéré. Voilà. Et on a aussi appris une magie qui s'appelle Megiddo, qui était la dernière magie qu'on pouvait apprendre dans Phantasy Star 2. Pour rappel, Megiddo dans Phantasy Star 2, ça divisait tous les HP du groupe par 2. Et tous les HP que ça avait enlevé, en fait, ça faisait les dégâts aux adversaires. Donc c'était surpuissant, mais ça manquait de tuer ton groupe. Et là, du coup, bah, on se retrouve avec une magie, Megiddo aussi, mais qui n'est pas utilisable en combat. Ni sur le terrain, ni nulle part. Elle est utilisée que dans la séquence de fin du jeu. Ah ouais, Terra Enigma, meilleur RPG de la Super NES, bah oui. Donner des fleurs aux pingouins, tout ça, voilà. Je suis en train de me casser la gueule dans ma chaise, moi. C'est pas beau. On va décréter que j'avais le dos cassé en plus. Voilà qui sera mieux. T'as d'ailleurs les piafs qu'on rencontre depuis le début du jeu, les piafs jaunes, ce sont des ragrapis pour ceux qui ont joué à Phantasy Star Online. Et oui, ce sont les mêmes. Qui sont des ennemis de base de Phantasy Star Online. Voilà, c'est heureux de l'apprendre. Et malheureusement, on ne les verra pas dans Phantasy Star 4 dans le task que je montrerai, mais on peut les voir. Parce qu'il y a une quête pour ça, justement. Et oui. C'est meilleur ici. La grande nouvelle, c'est quand même qu'avec le pendentif de Laïa, on peut traverser ces temples qui nous amènent directement d'un monde à l'autre. C'est quand même beaucoup plus pratique. Parce qu'avant, il fallait vraiment passer à chaque fois sous-sol, etc. Enfin, c'était très chiant. Toujours des combats très chiants en l'occurrence. Ouais. Alors, l'épisode de la Sega était RPG de choix pour tous les amateurs du genre, bien qu'ils soient volés totalement en marge du reste de la série. Ah oui, on rencontre, c'est Siren? Ah non, c'est Mion, c'est ça. Siren, c'est la version c'est la version de l'autre version de Run. Il a su s'imposer comme titre phare à une grande communauté de fans grâce à son principe d'aventure sur plusieurs générations qui lui donne un gros potentiel de rejouabilité et donc une durée de vie conséquente. Ouais. Vous savez ce que j'en pense, hein. Merci jeuxvideo.com. Merci. Je vais pas aller voir ce qu'ils ont mis pour le 4, mais alors j'espère qu'il est mieux noté, hein. Parce que pour le coup... Parce que bon sang, Star 3 quoi. Pff, quelle souffrance ce jeu. Ah oui, hein, j'exagérais pas. Hein. Et donc n'oubliez pas, hein,
à Console Mania avec Monsieur Sapin, vous pouvez proposer ce jeu. Pensez-y. Pensez-y. La souffrance d'un homme, tout ça. Le sadisme, tout ça. Mon Erwan qui se retransforme en bateau. Et force Erwan. Bon, dans le 4, c'est pas du tout comme ça. Dans le 4, on a des véhicules, c'est beaucoup plus simple. Sans se taper l'animation de l'angoisse à chaque fois à la Transformers. Bon, on rigole, mais moi, si c'est moi qui m'en trouve à choisir quel jeu je veux pour Console Mania, je lui propose Fatal Labyrinth. Mais j'avoue que Phantasy Star 3, c'est très tentant aussi. Hein. Ah, Atma, comme je disais, le TAS de Dark Castle, il dure moins d'une minute. Hein. Donc je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi? T'es tombé dans les... Bah oui, ils sont je les ai posés là. Je pense Nordaz, oui. On tombe sur un autre Rouen. Eh oui, Siren. Le Siren Shot notamment. Il me semble que dans un scénario on se bat contre lui. J'ai un doute. Je ne sais plus. Bahamut Lagoon par contre c'est beaucoup plus tard, hein, c'est 96. C'est vraiment la fin de la Super NES. Tactico Japon, très bon Tactico le demeurant. Je l'ai jamais fini, je suis arrivé jusqu'à la dernière bataille, j'ai jamais pu tuer le dernier boss. Et j'y jouais en Jap, hein, donc bon, ça explique un peu. J'avais un groupe complètement craqué avec le dragon de départ, qui était beaucoup trop puissant et les autres beaucoup moins. Très intéressant ce que je raconte, c'est plus intéressant que Phantasy Star 3 enfin, je dis ça, donc... Après sur SNES, tu en as aussi, à part Bahamut Lagoon, tu as aussi Lagoon, tout court. Ça c'est de la merde. C'est un jeu qui finit dans les Full Game Zone Quick. Une vidéo de, je sais plus quel runner s'y était tapé se faire Lagoon en HDQ et qui meurt genre 8 fois d'affilée sur le même boss. C'était assez merveilleux à regarder, très gênant. Bon, c'est moins pire que le runner de Fire Emblem le dernier HDQ qui a dû arrêter sa run en cours parce que c'est trop abominable. Ouais, il y a une trad de Bahamut Lagoon maintenant. Ah oui, et donc là, on parle à ces machins et ils nous apprennent la magie en gros de Ney qui est Grants. Et c'est mieux qui apprend la magie Grants. La magie Grants, on ne la reverra que dans Phantasy Star Online d'ailleurs, elle apparaît pas dans le 4. Et en gros, c'est l'inverse de Megiddo, c'est Megiddo c'est la colère. Et Grants censé être en gros la sauvegarde, la pureté, ce que tu veux. Pourquoi c'est un android qui l'apprend, enfin un cyborg qui l'apprend, je ne sais pas. Et bien sûr, comme Megiddo ne peut pas l'utiliser en combat, on ne peut pas l'utiliser sur le terrain. Elle est juste dans la liste des magies et c'est tout. Donc voilà, on a récupéré des armes, on a libéré le grand méchant, tout ça, tout ça. PSO2, il paraît rigolo, j'avais lu qu'ils allaient sortir, enfin en tout cas aux États-Unis, bon après j'imagine en Occident de manière générale, je sais pas, mais j'avais lu que peut-être si, ils allaient peut-être sortir. Et oui, regarde, c'est toujours les mêmes monstres mais juste avec des subcolors, hein, c'est voilà. Pas s'emmerder à créer des 20 milliards de sprites non plus. Toujours une trad de Bahamut Lagoon, ouais toujours, j'ai connu l'époque où il n'y avait pas, c'est la team Dejap qui l'a fait la trad de Bahamut Lagoon, le mec qui bosse sur The SNES. Et je me souviens, la toute première version, t'avais les 4 premières fenêtres du jeu qui étaient traduites et c'est tout, et après tout le jeu c'était démerde-toi. Même la plupart des objets l'étaient pas.
Ça arrive beaucoup plus tard, ça, par contre. La trotte complètement retournée. Mais il y en a une, oui. Enfin, c'était il y a bien longtemps, je dis ça. Non, Jésus, je parle surtout d'un temps d'il y a très longtemps. Hein. Comme je disais que je jouais à pas Mutt Lagoon en Jap, c'est avant qu'il y ait la traduction faite par des Japs. Donc il y a vraiment. Pas quelle année de ça? Ça, c'était il y a 7-8 ans, comme ça. Ah oui, c'est du beau de traduire un RPG, ça c'est sûr. J'ai commencé une trad perso de Chrono Trigger il y a des années de ça. Très longtemps aussi. J'étais en première, donc j'avais. C'était il y a plus de 10 ans. Pinaise. Ça ne me rajeunit pas. J'avais 19 ans, donc c'était ça, il y a un peu plus de 10 ans. Pinaise. Bon, c'est une trad de Chrono Trigger. T'es bien avancé d'ailleurs, mais bon. Tombe aux oubliettes avec un disque dur mort. Et on retourne dans la ville flottante des gentils. On se retape le labyrinthe dans la ville, parce que c'était pas assez amusant les 2 premières fois. Ryudo, non. Mon dos ne va pas mieux, malheureusement. Visiblement, je suis beaucoup plus cassé que ce qu'on pensait, malheureusement. Donc non, mon dos il va pas bien. Et voilà, on a fait tout ce chemin juste pour parler à SPNJ. C'est le compositeur qui a programmé ils sont bien la musique. C'est une théorie intéressante, Dark Yoda. Effectivement. Ah ouais, je suis en train de la faire. Ça me donne pas envie de le faire ce jeu. Ah bah oui, hein. Effectivement, par contre, bon, j'espère quand même que le 4 donnera envie à certains gens, parce que pour le coup, il est vraiment bien. Comme mais le 3, ouais, c'est un peu la souffrance. Un peu beaucoup. Après, il y a pire, hein, vraiment, comme RPG. Hein. Selon les différentes époques, etc. Là, ce qui est malheureux, c'est que ce jeu est sorti en 91, donc même année qu'FF4. En comparaison, voilà, FF4, un peu beaucoup mieux. C'est vraiment techniquement à la ramasse, gameplay intéressant, scénario nul, personnage abscon, enfin, pas grand chose pour plaire quoi. Bon, je crois que ça va être le dernier moment d'achat du jeu, des armes notamment. Ouais, c'est ça, pour compléter les armes ultimes. Donc heureusement, on vend les merdes qu'on a récupérées tout le long d'ici là, pour avoir cette thune, pour s'acheter. Les objets. Tu me conseilles quoi comme RPG? Phantasy Star 4. 94 sur Mega Drive, voilà, très bien. C'est bien mieux que le 3. Je conseille les grands classiques, hein. Chrono Trigger, toujours, bien évidemment. Le Final Fantasy que vous préférez, bien évidemment aussi. Hein. Mon préféré, c'est quoi? C'est une bonne question. Il y a beaucoup de jeux qui sont mes préférés, mais pas en garder. Je peux pas en garder des milliards. Quoi. Si t'étais un Sega fan comme mon oncle à l'époque, t'avais pas des tonnes de RPG potables. Ouais.
Sur SMS et MD, bah t'as le portage de Is sur Master System, qui est pas mal, on va dire. Mais bon, c'est le début Master System, hein, donc c'est 87, 88, 89, c'est pas terrible. T'as le premier Phantasy Star, qui est très bien. T'as Golden Axe Warrior, qui est un bon palliatif de Zelda, on va dire. T'as Soleil, qui est un bon palliatif de Zelda 3, encore un peu moins bien, hein, bien sûr, mais qui est quand même pas si mal, hein, je trouve. Voilà, on a la Nightclaw. Le Nail Shot, donc on met tous les objets de Nail, hein, simplement que ce sont les meilleurs objets du jeu au perso. Le Planar Slicer, le Nail Slicer. T'as bien des arcs, c'est bien ça, le Naibo. T'avais, oui voilà, la légende de Thor, Beyond Oasis, t'avais les Shining Force. Shining Force 1 et 2 sur Mega Drive, surtout le 2 notamment, ça c'est vraiment super. Tactical, vraiment au top. Je présenterai peut-être un jour Shining Force 2, ça sera très long aussi. Mais le TAS entre guillemets est déjà beaucoup mieux, c'est surtout de la très grosse manipulation de la chance. Donc, je l'ai vu le TAS de Shining Force 2, mais alors ça date, hein, punaise. Donc Phantasy Star 4, bien sûr. Que je conseille toujours. Après, là, on reste dans les consoles Sega, hein, bien sûr. Après, si on va à Nintendo, voilà, t'en as une pléthore sur SNES. FF6, Chrono Trigger, bien sûr, en tête. Seiken SSO3, absolument Seiken SSO3. Génialissime Seiken SSO3. Vraiment des meilleurs action RPG de tous les temps. Et pour le coup, celui-là, il y a une vraie rejouabilité, je trouve, contrairement à Phantasy Star 3. T'as 6 persos, 4 classes finales par perso, 3 branches de scénario avec 3 boss de fin et 3 derniers donjons. Merde, que demande le peuple. Je l'ai fait plus de 10 fois Seiken SSO3. Testé vraiment plein de choses. Alors j'ai quand même une bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à la fin du jeu. Shining Force 3 il a été remake aussi. J'ai les ISO traduites du scénario 1, 2, 3. J'avais fait le scénario 1 sur Saturn à l'époque. Ça date. 96-97 de mémoire. 98, je sais plus. Enfin. Ah oui, donc on commence à se taper des Vanilla Ice, ça y est. Les ennemis qu'on se tapait étaient déjà pas assez abominables. Il faut qu'il y ait Vanilla Ice qui vienne montrer sa tête. Shining Force 3, moi je l'avais fait à l'époque. C'était très bien. Très bien. Juste le gros défaut c'était les musiques de Sakuraba. Parce que bon, Sakuraba. Un thème de bataille quoi. Voici les color swap de Vanilla Ice. Je vous souhaite de ne pas connaître Vanilla Ice. De ne pas découvrir qui est cette personne. Si vous n'avez pas grandi dans les années 80, vous avez de la chance de ne pas connaître Vanilla Ice. On te l'a dit que ça s'appelait Morio Senki Madara 2. D'accord. Je ne connais pas ce jeu. En même temps, les RPG Jap sur SFC, il y en a beaucoup. Bon, petit point scénario, donc on est dans la ville en gros des méchants. Que maintenant en fait on peut voir sur leur vraie couleur parce qu'on a parlé au sage machin de Brook et qu'on a évoqué tous les objets de Nail. Et en gros on va se taper contre le frère d'Orakyo qui est méchant parce qu'il est contrôlé par Dark Force et on va lui péter le cul. Landstalker, non, je l'ai pas fait à l'époque. J'y ai joué beaucoup plus tard sur émulateur. Trésor du Roi Neige de mémoire. Le titre français, je me souviens. Le copain l'avait sur Mega Drive mais on y a joué à une époque très tardive. Je veux dire, c'était l'époque où on avait FF9, donc ouais, c'était 99-2000 et il avait ramené un Stalker. Donc, ouais, je crois que j'ai joué à Landstalker après Alundra, c'est dire. Tristesse quoi, c'est dommage. Troisième Nol, c'est ça, pas de neige. Non, le Roi Neige c'est dans Alundra justement, c'est ça. Trésor du Roi Neige. Je me souviens que quand on avait tenté d'y jouer justement sur Mega Drive, je l'avais pas fini à ce moment-là, je l'ai fait sur MU plus tard. Je me souviens que je me faisais mal aux doigts avec la manette Mega Drive avec les diagonales de merde de 3D isométrique. C'était très sympa.
le copain en question là. Il avait joué, enfin il avait vraiment saigné ce jeu. Il jouait des heures et des heures et des heures. Oh mix. Les références du mal de MV, bravo. La fameuse séquence d'Alundra par MV. Mais qui sont cons. Vous avez oublié le donjon de l'ennui. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Chez les lézards, comment est-ce qu'il avait appelé ça? Je me souviens plus. Il y avait le volcan aussi, je sais plus comment est-ce qu'il avait appelé ce truc, mais je me sens surtout, voilà, étant vraiment bien fort et de... C'est lui, il marchait. Le donjon de l'ennui. C'est applicable à ce jeu, cela dit. Hein. Pas tout à fait la même mélodie, mais c'est quand même un sacré donjon de l'ennui dans le jeu. Je crois même pas qu'il y ait de tasse d'Alundra d'ailleurs, ça manque à l'existence. Quoique peut-être si... Oh, je sais plus, faudrait que j'aille voir. En tout cas, j'aurais jamais vu en speedrun et c'est bien dommage. Bah, le 4 a pas si mal vieilli que ça, justement. C'est ça que je trouve que ce soit sonore, graphique et puis même le style manga, justement, pour raconter l'histoire, je trouve que ça tient encore bien la route. C'est plutôt impressionnant. Oh mon dieu, un méchant! Donc voilà, c'est il. Et voilà. Le frère d'Orakyo qui est en fait... qui est Vanilla Ice du coup. Je dirais David Bowie dans Dune, c'est bon. David Bowie ne joue pas dans Dune, c'est Sting qui joue dans Dune. David Bowie joue dans Labyrinthe. Et si SMM, il a fait du TAS. Il en a même plusieurs, il en a beaucoup même d'ailleurs, il avait fait une démo de TAS sur un de ses streams récemment, il a montré plein. Il a beaucoup de TAS de remake de Mario notamment, dont un remake qu'il a fait, qui était assez intéressant. Remake de Mario 2. Voilà ces grosses manipulations du coup pour éviter de crever. Et c'est pas fini. Parce qu'il reste encore un donjon de l'ennui avec truc mécanique qu'on a depuis le début. Encore un. Alors souvenez-vous, dans Phantasy Star 2, quand on rencontrait Dark Force, c'était dans quoi? Bon, je pense pas que vous vous souveniez particulièrement parce que ça a pas dû vous marquer, mais en gros on se retrouve dans un endroit, il y avait un coffre, et c'est en ouvrant le coffre qu'il y avait Dark Force. C'est genre, haha, t'as voulu la cupidité, hein. Bah c'est le même concept. On avance jusqu'au bout. Et oh mon dieu, un coffre avec rien autour. Et attention. Bon, c'est il d'abord. La guiresse sur tout le monde. Et oui. Une main. Deux mains. Une tête. Bon, du coup, on utilise Fanby sur Heron plusieurs fois qui va augmenter l'attaque. Kara et Laia font ça, parce que c'est ça qui tape le moins fort de toute façon. On tape avec Rowan est mieux pour tuer, et puis Heron un petit peu aussi pour tuer les deux mains. Et une fois que les deux mains sont mortes, on tape la tête. Regardez bien les dégâts en fait qu'il fait avec chacune des attaques. On voit 200, 30, 40, 200, 200, machin de truc, et bah paf, 160. Ça c'est justement le fait d'avoir fait Fanby sur Heron pour augmenter les dégâts. Il tape vraiment fort pour le coup. Comme ACM disait, enfin SMLM disait que ce combat-là, si c'était pas manipulé, tu crevais forcément en 2 tours. C'est... voilà. Là c'est juste manipulé pour être sûr que le boss tape les bons persos, qu'il fasse que des attaques mono-cibles, qu'il fasse pas chier, voilà. Mais sinon c'est un peu plus abominable. Et voilà, c'est fini.
Et moi, je reviendrai. Non, je veux pas que tu reviennes et cette ville est trop méchante. Alors il utilise Megiddo, ça fait exploser la ville. Je vous la fais rapidement, hein, le texte va vite. Mais heureusement, mieux utilise Grant, ce qui protège tout le monde et nous téléporte en dehors. Pourquoi ils n'ont pas utilisé plus tôt? Et c'est fini. La ville s'effondre. Et oh mon dieu, donc je vous rappelle, hein, on s'est battu avec un autre vaisseau juste avant. Et ça a projeté en fait la Lyssa 3 vers une autre trajectoire, on est en train de s'approcher d'un trou noir. Et oh mon dieu, on est passé par un trou noir. Qu'est-ce qui se passe? Les étoiles ne sont pas au bon endroit. On a été transporté à travers le temps et l'espace. Et effectivement, le temps également. C'est la seule raison pour laquelle on peut trouver plus ou moins une logique à cette fin. Oh, il y a une planète qui nous envoie un message près de cette étoile là qui orbite. Enfin, qui orbite autour de cette étoile plutôt, c'est plus exact. Bonjour, vaisseau alien, veuillez vous identifier. Ici le centre de communication de Londres sur Terre. Eh oui, on a trouvé la Terre. Incroyable. Et maintenant, si vous vous souvenez bien, la fin de Phantasy Star 2, qui étaient les grands méchants de Phantasy Star 2? C'était les survivants de la Terre, qui avaient abandonné la Terre parce que la planète était pourrie, donc s'étaient barrés et qui étaient partis pour essayer de voler, entre guillemets, le système d'Algol. Et là, on se retrouve avant ça, avec les survivants donc du système d'Algol qui arrivent ici, et qui viennent repeupler la Terre et vivre avec eux. Du coup, ça veut dire que les méchants de Phantasy Star 2 sont les descendants des personnages de Phantasy Star 3. Ouais, c'est... ouais... l'histoire du 4, non, elle suit plus ou moins celle du 2 et du 1, plutôt. Elle est quasiment aucun rapport avec celle du 3. Donc voilà, c'était Phantasy Star 3. C'était bien de la merde. Mais on est passé, on a fini. Ouf. Voilà, je vous la refais. Hein. Fin de Phantasy Star 2, on rencontre les derniers terriens qui sont venus se venger. Et fin du 3, on découvre que les anciens terriens étaient en fait des habitants du système d'Algol. C'est ironique parce que Hippo, qui a fait les musiques de Zul, a fait aussi plein de bonnes musiques, mais pour Master System. Donc, et voilà, donc les méchants de Phantasy Star 2 sont les descendants des héros de Phantasy Star 3, techniquement. C'est un peu... Voilà, vous prenez ça comme vous voulez, hein, bien sûr. Ah, bon sang, qu'est-ce que c'était douloureux. Et il remercie quand même Phoenix Rie, voilà, Osale Kota qui était le chef de projet de Phantasy Star 1, Phoenix Rie qui est la designeuse de Phantasy Star 1. Il mettait beaucoup de pseudonymes hein, chez Sega à cette époque-là. Du coup, la semaine prochaine, ce ne sera pas Phantasy Star 4. La semaine prochaine, on sera en plein AGDQ. Et ça sera pas Phantasy Star 4. Phantasy Star 4, c'est dans 2 semaines. La semaine prochaine, par contre, on va rester sur des consoles Sega pour une série un peu plus connue. Juste dire que c'est un personnage qui aurait pu être un chien ou un gros moustachu. Que c'est un personnage qui est né d'un concours. Et je vais vous dire sinon la vitesse du son, voilà. Je pense que j'ai assez dit de choses débiles hein, comme ça. Et voilà, et donc c'était la fin de Phantasy Star 3. Profitez bien du réveillon, blabla patacoufin. Juste après moi c'est Gabriel pour du Aperture Tag, voire du Portal, je ne sais pas, l'un ou l'autre. Nous, on se voit là... Hop là, ouh, il aime pas, si c'est bon, il aime bien. On se retrouve du coup la semaine prochaine, je serai là sans faute pour la suite, et bye bye. Hop là, je vais d'abord dépasser ça. Voilà, ce sera mieux.